Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1, les titres à 20h. Où en sommes-nous en termes de nutrition sur le continent africain? Quelles sont les avancées, les défis? À Addis Abeba en Éthiopie, les leaders africains ont planché sur la question. Le président Alassane Ouattara a pris part au dîner consacré à la nutrition sur le continent en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Le directeur général et directeur financier du groupe de la Banque mondiale a été reçu par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Ils ont échangé à la faveur de la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers. La cacaoculture ivoirienne, les différents acteurs, la chaîne de production, les avancées, l'état des lieux, tout est retracé dans un film produit par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. C'est une trilogie qui revient aussi sur les actions sociales de la Première Dame en faveur de la cacaoculture. Contentieux électoral en Guinée-Bissau, c'est la question au cœur du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba. La CEDEAO donne jusqu'au 15 février à la justice bissau-guinéenne pour trancher. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre en ce début de semaine pour l'information sur RTI 1. Addis Abeba, en Éthiopie, le président Alassane Ouattara a pris part au dîner des leaders africains sur la nutrition. Une rencontre de la Banque africaine de développement en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Fijanaïma. Au nombre des activités qui ont meublé le 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, il y a le dîner de haut niveau organisé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son initiative Alliance des dirigeants africains pour la nutrition. Initiative qui se veut un forum de partage d'expériences et de bonnes pratiques destiné aux chefs d'État et dirigeants de secteurs clés et ayant le pouvoir d'influencer la politique nutritionnelle dans leur pays. Le président de la République Alassane Ouattara était l'invité de ce forum pour partager l'expérience ivoirienne à travers le programme national de nutrition mis en place par le gouvernement ivoirien et qui a permis de réduire considérablement le taux de mortalité infantile dû à la faim et à la malnutrition. Les images d'enfants chétifs et amaigris par manque de nourriture et de soins tendent à disparaître en Côte d'Ivoire. Dans le contexte actuel de l'Afrique, où la faim et la malnutrition sont la cause de décès de très nombreux enfants, la Côte d'Ivoire apparaît aujourd'hui comme un exemple. Et c'est pourquoi, à ce dîner organisé par la Banque africaine de développement, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a été sollicité pour donner la recette du modèle ivoirien. Je voudrais vous dire qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait de la lutte contre la malnutrition une de ses priorités. Et nous avons créé le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, qui est logé à la présidence de la République et qui est sous la supervision du vice-président Daniel Cablon-Duncan, que vous connaissez tous car il a participé à toutes vos rencontres jusqu'à celle-ci. Le Conseil national pour la nutrition a pour objectif de faciliter la synergie et la convergence des politiques et de suivre la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, dont nous avons évalué le coût global à 470 millions de dollars américains. Je voudrais donc remercier la Banque mondiale, Power of Nutrition et la Banque africaine de développement pour le soutien aux différentes initiatives concernant l'allaitement et l'élimination des troubles dus à la carence en iode, composante importante dans la lutte contre la malnutrition. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'accélération de la mise en œuvre des activités de nutrition et de développement de la petite enfance est placée au rang des priorités de notre continent. C'est dans cet élan que j'ai proposé que le thème principal du sommet de l'Union africaine 2021 soit porté sur la nutrition. Je fais cette proposition. Et que 2021 pourrait être une année consacrée à mieux nourrir l'Afrique pour son développement et sa prospérité.
Je voudrais ajouter que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté d'impulser avec les pays une dynamique dans ce combat, en termes de partage de bonnes pratiques, abrite depuis le 25 mars 2019 le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, qui s'appelle le CERFAM. Ce centre est le fruit de partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Je voudrais demander que le CERFAM devienne un centre de l'Union africaine. Et je compte bien évidemment sur votre soutien. La Côte d'Ivoire s'inscrit désormais comme le fer de lance de la nutrition au plan sous-régional africain, voire au-delà. Le président ivoirien a également participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Il a porté sur la situation politique en Guinée-Bissau. Viviane Aïma. Après leur participation à la cérémonie d'ouverture et aux travaux en plénière du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en un sommet extraordinaire dans la soirée sur la situation politique en Guinée-Bissau. Le sommet s'est aussi penché sur la question de la monnaie unique. À cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a apporté des éclairages à ses pairs sur la réforme du franc CFA. Première étape pour parvenir à la mise en place de l'ECO, comme prévu par la feuille de route de la CEDEAO. Les chefs d'État ont exprimé leur satisfaction sur ces importantes évolutions engagées par l'UEMOA. Le contentieux électoral en Guinée-Bissau au cœur donc du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement à la faveur donc du sommet de l'Union africaine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest donne jusqu'au 15 février à la justice bissau-guinéenne pour trancher. Le candidat du parti au pouvoir, Domingo Pereira, a soumis cette semaine un nouveau recours devant la Cour suprême pour demander l'annulation du scrutin présidentiel du 29 décembre. Et la commission électorale a réitéré la victoire du candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo. On reste sur place à Addis Abeba, toujours en marge des travaux du sommet. Le président Alassane Ouattara a également eu plusieurs rencontres. Il a reçu la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, un haut représentant de l'Europe et aussi un représentant du gouvernement américain. Viviane Aïma nous fait ici le point de ces différentes rencontres. En marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture et aux travaux du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République Alassane Ouattara a accordé 3 audiences à sa résidence. Il a reçu la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, qui est également secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Elle est venue voir son Excellence, Monsieur le Président, pour lui traduire sa satisfaction de ce qui se fait en Côte d'Ivoire en matière de sida, pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, des énormes progrès qui ont été réalisés dans le domaine, pour lui dire également qu'il y a de la marge pour renforcer la prévention, surtout en ce qui concerne les adolescentes. Elle a également dit qu'ils ont discuté des questions de financement et que sur ce financement-là, elle a promis de faire des efforts pour que la Côte d'Ivoire puisse recevoir beaucoup plus de ressources de ce côté-là. Donc elle a fait un plaidoyer pour que, effectivement, Monsieur le Président de la République utilise également ses relations au niveau mondial avec les principaux pays donateurs pour que ces derniers-là puissent accroître leur contribution. Enfin, elle a dit qu'elle était convaincue qu'avec les efforts que nous étions en train de faire, l'objectif d'atteindre le zéro sida à l'horizon 2030 était quelque chose de possible. Le président de la République a également eu un entretien avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qui était accompagné du vice-président de la Commission européenne, par ailleurs, haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité.
Je souhaiterais remercier le président Ouattara pour la qualité de la réunion, la qualité des échanges. On a eu l'occasion d'évoquer les progrès qui sont réalisés en termes de développement économique, les réformes aussi pour aller vers davantage d'intégration et plus de perspectives positives pour la région et pour la sous-région. On a abordé aussi les questions sécuritaires, la situation dans le cadre du G5 Sahel, l'importance d'un dialogue avec les différents responsables politiques dans la région. Et merci pour les échanges qui ont été possibles sur ce sujet. Et j'ai indiqué la mobilisation de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne. Il y aura d'ailleurs prochainement des réunions à Bruxelles, voir comment on peut renforcer des capacités pour venir en soutien aux efforts qui sont accomplis sur le terrain. Et puis nous avons eu l'occasion aussi de présenter une invitation au président afin que l'on puisse prolonger lors de visite officielle à Bruxelles cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Matthew Harrington, a également eu un long échange avec le président de la République. Nous avons parlé des progrès économiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par ces progrès économiques. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a abrité le forum de l'AGOA au mois d'août dernier. Évidemment, c'est un signe de la bonne coopération qu'il y a. Nous comptons faire des progrès et nous comptons également promouvoir le secteur privé en Côte d'Ivoire. Après ces différentes audiences qu'il a accordées, le président de la République a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO, organisé en marge du sommet de l'Union africaine. Ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur général et le directeur financier du groupe de la Banque mondiale. Anchoula Kant est en visite en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à la faveur de la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers, dénommé JCAP. Mahama Traoré. Anchoula Kant occupe les fonctions de directeur général et de directeur financier du groupe de la Banque mondiale depuis octobre 2019. Elle séjourne à Abidjan dans le cadre de la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers dénommé JCAP, un événement initié par la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. Outre le bien fondé de ses assises, Anchoula Kant a évoqué l'état de la coopération entre son institution et la Côte d'Ivoire lors d'un entretien avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Lors de la réunion avec M. le vice-président, nous avons discuté de différents sujets, notamment le développement des marchés de capitaux, mais également de l'inclusion financière, du développement de l'économie digitale. Et nous espérons pouvoir continuer à travailler de façon très proche avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire sur ces différents sujets et sur d'autres sujets. À ce jour, le groupe de la Banque mondiale finance 28 projets en Côte d'Ivoire pour un montant total de plus de 1500 milliards de francs CFA. Cet investissement vise à impulser une nouvelle dynamique de croissance rapide tirée par le secteur privé, mais aussi à développer le capital humain indispensable à l'essor économique et à la cohésion sociale. À la suite de cette audience avec le vice-président, la délégation de la Banque mondiale s'est rendue dans l'après-midi à la primature où elle a été reçue par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Ce programme conjoint de développement des marchés financiers est une nouvelle initiative donc de la Banque mondiale. Elle vise à renforcer l'engagement de l'institution en faveur du développement des marchés financiers locaux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à l'ouverture des travaux. Francis Boifo. Sur le marché des capitaux se rencontrent les agents économiques ayant un excédent de capitaux et les agents ayant des besoins de financement. C'est donc un levier de développement des économies parce qu'il permet de pouvoir mobiliser l'épargne au niveau des économies et de le réinvestir dans les économies. Les populations, les investisseurs institutionnels et autres qui ont besoin de fructifier leur épargne trouvent à travers les marchés des capitaux une excellente opportunité pour faire des placements. Les marchés capitaux peuvent protéger les marchés des fluctuations volatiles, réduire la dépendance pour la dette intérieure. Les marchés capitaux promeuvent donc la bonne gouvernance et donnent plusieurs voies pour les investissements. Autre facteur qui pourrait justifier le recours au marché des capitaux locaux, les tensions commerciales internationales. Les prévisions mondiales de croissance en 2020 sont pessimistes. Elles sont estimées à moins de 3% selon le Fonds monétaire international. L'on pourrait ainsi noter des tendances mondiales peu favorables
aux intérêts des entreprises internationales en 2020. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, et la Banque mondiale entendent à travers ces réflexions moderniser le cadre juridique et réglementaire des appels à l'épargne. Il s'agit de trouver des réponses à plusieurs préoccupations. Nous ne devons pas se poser la question sur le niveau des coûts de transaction que nous avons également dans la zone. Est-ce que ces niveaux de coûts de transaction sont pertinents pour avoir un marché efficient? N'est-il pas nécessaire d'aller vers une harmonisation des pratiques fiscales concernant le marché des capitaux? Comment faire de l'outil, l'instrument fiscal, un véritable outil attractif de notre marché des capitaux? Le chef du gouvernement ivoirien encourage la mobilisation des ressources à travers les marchés des capitaux, subdivisés en 3 compartiments: le marché financier, le marché monétaire et le marché obligataire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soutient aussi les réformes visant à accroître le niveau de mobilisation des ressources du marché boursier régional. C'est donc le lieu de saluer les initiatives sous-régionales et régionales d'intégration, telles que l'avènement de la monnaie unique, qui devrait permettre à nos États de mieux résister aux fluctuations sur les marchés et d'amorcer plus confortablement leur virage vers l'émergence. Cette rencontre permettra de jeter les bases d'un marché de capitaux à long terme, financé par l'épargne des ménages, pour consolider les acquis économiques et maintenir le cycle vertueux de croissance de nos pays. La rencontre d'Abidjan sur les marchés financiers va durer 2 jours. On parle également de marchés financiers dans l'espace UEMOA. L'Agence française de développement injecte 1,3 milliard de francs CFA afin de contribuer à rendre le marché financier ouest-africain plus compétitif. L'AFD a également signé avec le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers un accord de coopération. Davy Soyo et Jean-Jacques Kwame. Par sa signature, l'Agence française de développement AFD et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers viennent de matérialiser la mise en œuvre du projet d'accélération du développement durable du marché régional pour consolider la surveillance, la protection, l'éducation financière dans l'espace UMOA, Union monétaire ouest-africaine. L'AFD a injecté dans ce partenariat 1,3 milliard de francs CFA. L'un de nos axes est bien de viser à contribuer à la consolidation des systèmes financiers dans nos pays d'intervention afin d'en garantir la stabilité, soutenir le développement des acteurs financiers tout en confortant les fondements du cadre institutionnel et réglementaire dans lequel ils opèrent, en agissant sur l'amélioration opérationnelle, l'adaptation du marché aux besoins, l'encadrement des acteurs, la transparence et la supervision. En effet, le projet bénéficiera non seulement au Conseil régional, mais au-delà à l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit les intervenants, mais également les petites entreprises à la recherche de financement pour accompagner l'innovation. Cette collaboration vient conforter le soutien de la France au secteur privé dans la sous-région. Ce projet est en quelque sorte intégré à l'initiative Choose Africa qui a été lancée par le président Macron lors de son discours de Ouagadougou en 2017 et formellement initié en Côte d'Ivoire via la mobilisation de l'ensemble de ces outils de financement en faveur du secteur privé. Cette initiative conjointe entre l'Agence française de développement et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers s'inscrit dans le cadre des nouvelles priorités de développement du marché financier régional de l'UMOA pour la période 2020-2024. Dans le domaine de la protection de l'environnement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est rendu à la réserve naturelle de Dahlia Fleur à Abata. Lors d'une rencontre avec son personnel et les structures sous tutelle, il a encouragé les experts et les agents de son département à être des ambassadeurs de la protection de l'environnement et du développement durable. Jean-Marc Djadji. La réserve naturelle de Dahlia Fleur, un cadre écologique pour le ministre Joseph Seka pour recevoir les structures de son département et faire le bilan de l'année écoulée. Le personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable, les agences sous tutelle comme le SIAPOL, l'ANDE, l'OIPR, tous se veulent optimistes pour l'atteinte des objectifs en 2020. Nous avons fait une planification assez réaliste en tenant compte des moyens dont nous disposons pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Nous avons défini un certain nombre de moyens à mettre en place, notamment renouvellement des équipements de nos équipes et surtout apporter un peu de motivation à nos équipes pour que ces équipes-là puissent nous permettre d'atteindre notre objectif.
Conscient des difficultés financières de son département, le ministre Joseph Sekaseka rassure ses agents et les encourage à œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Il se dit satisfait des actions majeures entreprises durant l'année 2019. L'année, au-delà de ça, a été difficile pour tous nos agents avec la diminution drastique des primes qui leur étaient payées depuis toujours. À cet effet, je salue le très bon esprit de tous les agents du ministère. L'occasion a été ainsi donnée au ministère de l'Environnement et du Développement durable d'indiquer sa contribution, notamment à la lutte contre le chômage des jeunes, dans le cadre du programme social du gouvernement, par l'identification d'une vingtaine de métiers et emplois verts dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Ce cadre d'échange entre le ministère chargé de l'environnement et ses structures de tutelle est une stratégie pour la réussite des projets pour cette nouvelle année 2020. Des projets, il en existe également beaucoup dans le secteur de l'autonomisation de la femme. Une rencontre internationale se tient à Abidjan pour faire des propositions au gouvernement. Elle fait d'abord l'état des lieux de la condition de la femme africaine, surtout en milieu rural, cela en passant par l'identification des stratégies et aussi des opportunités d'autonomisation féminine. Sephora Zegui. Une rencontre de haut niveau à l'initiative du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD, à Abidjan. Au centre des échanges, discussions et partage d'expériences pour trouver des pistes de solutions à l'autonomisation des femmes. Sur les perspectives à venir, notre séminaire tentera de faire des propositions de rapports qui déboucheront sur des recommandations et des plans pour les futures actions à mener. Venues de plusieurs pays d'Afrique, dont le Sénégal et le Gabon, ces femmes leaders d'opinion entendent saisir cette opportunité et faire des propositions. Notre proposition la plus importante, c'est que nos autorités puissent accepter que les femmes aujourd'hui ont de la compétence, que les femmes peuvent diriger ce pays, que les femmes peuvent accéder dans les instances les plus hautes. La première chose, c'est déjà intégrer l'approche genre dans la budgétisation des politiques publiques de l'administration gabonaise, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Ramata Libakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, félicite le CAFRAD pour cette initiative. Elle a aussi parlé de l'expérience ivoirienne. De nombreux acquis ont été enregistrés depuis la sortie de la crise post-électorale. Il s'agit notamment de la Constitution de novembre 2016 qui assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence, renforce leurs droits politiques et assure la promotion de la parité dans l'accès aux responsabilités dans les administrations publiques et privées. En initiant ces échanges, le CAFRAD veut renforcer les capacités des femmes afin qu'elles prennent une part plus active dans le processus de transformation de leurs pays respectifs. Lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, accompagnement des producteurs, amélioration de leurs conditions de travail et de vie. La première dame de Côte d'Ivoire s'investit pleinement dans le domaine. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire a produit une trilogie qui raconte ses actions. Le point avec Didier Nguessan. Dominique Ouattara, un cœur en action dans la cacaoculture, est un film documentaire de 26 minutes produit par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondasi. Il retrace les actions de la première dame pour la promotion de cette filière agricole. L'acte 3 de ce film est diffusé devant les producteurs et gestionnaires du cacao ivoirien. L'objectif de ce troisième documentaire, c'est de montrer à la face de l'ensemble de la population ivoirienne cet acte historique posé par Madame la Première Dame, parce qu'elle a permis à la famille paysanne, c'est-à-dire aux planteurs de la cacaoculture, de retrouver la joie de vivre. Les producteurs de cacao sont reconnaissants du travail de la Première Dame. C'est une fierté aussi de voir la Première Dame de Côte d'Ivoire s'engager aux côtés du cacao, s'engager à plus de 200%, je peux le dire. Elle est dans tous les secteurs. Au niveau des kits scolaires, elle le fait. Au niveau de la construction des écoles, elle le fait. Au niveau même de la construction des centres, pour que les enfants des producteurs puissent s'instruire, puissent avoir un travail, puissent aller à l'école, puissent ne pas être menacés du travail des enfants. Vraiment, c'est une fierté, c'est un sentiment de joie.
Avant la projection, le directeur de l'Institut national de formation sociale, INFES, Mamadou Traoré, a décrit les corrélations existantes entre les missions de l'INFES et les offres sociales de la Première Dame. Une tournée de reconnaissance à l'intérieur du pays est prévue à partir de février 2020. Sur la scène culturelle ivoirienne, la 40e édition du Popo Carnaval va se tenir du 13 au 26 avril 2020 à Beaunois. Le lancement officiel de cette nouvelle édition du plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire avec Issaïo. Son du tam-tam parleur, danse du terroir et prestations d'artistes pour le lancement du Popo Carnaval 2020 au Parc Mploussoué à Beaunois. Cette 40e édition du festival met un point d'honneur sur le développement culturel et touristique de la Côte d'Ivoire. Nous avons délocalisé le lieu de la foire commerciale du Parc Mploussoué. Nous partons maintenant sur le nouveau site, l'ancienne sous-préfecture. Ensuite, nous allons, comme innovation, la journée des clans sociaux pour permettre à chaque abouré de connaître son chef de famille, sa famille. Le Popo Tour, cette année, dépasse les frontières du Sud Comoué, qui va jusqu'à Abidjan et à Dabou. Le Popo Carnaval, en plus d'être une manifestation culturelle, constitue un gros enjeu économique pour la ville, selon le maire de Beaunois. Le Popo Carnaval, c'est tout un symbole. Certes, c'est la culture, mais c'est aussi l'économie, puisque en ces jours de Popo, beaucoup de personnes viennent de divers horizons pour passer un moment, pour dépenser de l'argent, soit habiter dans les hôtels qui les accueillent. C'est pour dire que dans cette période, on brasse beaucoup d'argent. Cette 40e édition est parrainée par le directeur général de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Fosseni Dambélé. Son représentant invite les populations à cultiver la paix et la cohésion. Il m'a chargé de transmettre 2 messages aux populations de Beaunois. Il a souhaité qu'en cette année 2020, qui est une année électorale, il faudrait que les démons de la haine et de la division ne rentrent pas dans la commune de Beaunois. Et qu'à travers le Popo Carnaval, nous essayons de solidifier nos liens de fraternité pour que Beaunois puisse aller de l'avant. Le second message, c'est que lui-même, en tant que fils de Beaunois, il compte s'impliquer personnellement dans la réussite de la 40e édition du Popo Carnaval, qui est pour lui l'un des événements culturels les plus importants de ce pays. Le Popo Carnaval 2020 se déroulera du 13 au 26 avril prochain à Beaunois, la cité de l'Anana. L'actualité politique nous conduit dans la région de la Nawa pour cette tournée de sensibilisation sur les idéaux de paix du RHDP. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a parcouru 7 localités afin d'échanger avec les populations et notamment la communauté baoulé de la région. Léon Brou. Chantier Mo ou Daïli, centre de 105 campements d'agriculteurs, majoritairement des ressortissants du centre dans la région de la Nawa. Comme à Konamblekro, à Manikro, Beniassou, V8 ou Petit Boaké, regard croisé entre le président de l'association des cadres du Centre pour le développement et ses parents sur le vivre ensemble et la paix. On veut la paix. Si on n'a pas gagné la paix, on ne peut pas vivre. Ce qu'il a dit, le ministre, ça nous plaît beaucoup. C'est ce que nous souhaitons. La guerre, nous, on ne veut pas, on a trop souffert. Donc on veut qu'on s'attend, que tu te réveilles matin, on est, il y a la paix. Là, on peut travailler. C'est qu'à Konamblekro et dans les autres localités, le ministre de l'Équipement a indiqué la paix comme condition du développement. Ici, Amédée Kouakou explique que la volonté du président Alassane Ouattara est sans équivoque et c'est la raison toujours selon lui de la création du RHDP. Ce creuset, précise-t-il, des héritiers d'Oufoué-Boigny, donc des cadres outillés à piloter l'avion Ivoire. L'engagement de la communauté baoulé pour son parti, Amédée Kouakou l'identifie à leur contribution aux efforts du chef de l'État pour la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement. Le président de la République travaille tous les jours pour l'ensemble des Ivoiriens, qu'on soit musulmans, chrétiens, du nord, du centre, de l'ouest. Dans le PDCI d'avant, du Fort-Boigny, il n'y avait pas de distinction d'ethnie. Tout le monde était ensemble. Aujourd'hui, le RHDP, c'est vraiment la copie conforme donc, du PDCI du Fort-Boigny. Je dis bien le PDCI du Fort-Boigny. C'est le seul parti
qui peut se targuer d'être partout sur le territoire national. Et nous qui sommes les disciples du Fort Boigny aux côtés du président Alassane Ouattara, nous travaillons donc toujours dans ce sens. Djibadi ou Bandikro, localité riveraine de la forêt classée de Taï. Amédée Kouakou est allé soutenir les populations suite à leur récent déguerpissement, non sans les entretenir sur la justesse de l'opération et les projets du gouvernement à leur profit. Ce journal est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur rti.ci. Bonsoir et à demain.